quelques années, vous êtes les heureux parents de deux jumeaux qui ont 6 ans. Et arrive le jour de votre anniversaire et le premier arrive et il vous a fait une carte avec ses petits doigts et ce petit langage d'enfant, et c'est écrit tout mignon avec un petit dessin et il vous dit à quel point il vous aime. Le deuxième a utilisé une intelligence artificielle et vous a pondu une carte magnifique avec une peinture extraordinaire d'une des plus grands maîtres et un sonnet parfaitement réglé, respectant toutes les règles de la poésie classique. Il y a un drame à la fin de la soirée, le gâteau d'anniversaire se répand sur les rideaux, le feu s'étend dans toute la salle à manger. Vous devez absolument vous évacuer votre famille évidemment, et vous avez le temps de revenir pour récupérer seulement un des les jumeaux, c'est bon. Seulement une des deux cartes, seulement une des deux cartes d'anniversaire. La question évidemment c'est: laquelle prenez-vous? Est-ce qu'il y en a qui prennent celle de ChatGPT? Bon, ok, on est d'accord. Donc, écoutez, on va passer 1 heure. J'ai beaucoup moins bien préparé qu'à peu près tout le monde. J'espère que ça va être sympa, mais alors le problème c'est que... tu peux pas faire pire que Daniel. Ah bah sympa. C'était passionnant. Donc, voilà, moi j'ai l'habitude quand je fais des interventions comme ça, effectivement, de venir parler un peu de mes salades et faire un peu masterclass, voilà comment je bosse, etc. Là, le défi qu'on s'est posé avec Franck, c'était de mettre les pieds dans le plat et de dire des gros mots. Alors, je ne suis pas le premier à le dire dans la journée, mais enfin, ils n'ont pas été nombreux. Intelligence artificielle. Donc... voilà. Alors, d'où mon choix de titre pour cette conférence, qui est le plus désagréable de toute la journée, algorithmique de l'émotion. C'est volontairement un titre épouvantable, c'est choquant, et c'est en fait comment dirais-je, une réponse à ce qui nous arrive dans la gueule depuis 2 ans. Qui, moi, m'occupe en tant que professionnel installé depuis un petit moment et qui, je suppose, vous préoccupe aussi en tant qu'étudiant en école d'art. Donc, ce que je vais faire, c'est vous parler de mon rapport à ces outils-là, d'une manière plus générale de mon rapport aux algorithmes, en donnant une définition peut-être un peu différente. Et je vais vous préciser tout de suite un petit peu sur mon parcours très vite. Il faut juste savoir qu'effectivement, je n'ai pas l'habitude de donner des cours, ça effectivement. Et surtout, j'en ai pas pris. J'ai pas fait d'école d'art. Alors quand je dis que j'ai pas pris de cours, c'est pas vrai. J'en ai pris plein, mais j'ai pas fait d'école d'art. J'ai pas de formation initiale. Donc je vais de temps en temps suivre des stages où j'ai étudié avec des maîtres. Ça, y a pas de souci. Mais j'ai pas fait une école d'art comme vous. Et je suis pas prof, ce qui fait que je peux faire des énormes bêtises. Contrairement à Armel qui garde ses théories pour lui, je vais vous donner des théories à moi, et alors je vais me lancer par une énorme connerie, je vais vous donner ma définition de l'art. Voilà, alors ça c'est le truc à pas faire. Alors c'est une définition opérationnelle avec laquelle moi je vis depuis quelques années, et je la trouve assez opérante par rapport aux problématiques qui se posent à moi en tout cas. Aujourd'hui, donc l'art pour moi c'est un moyen de communication. Mais qui est un instrument de communication des émotions à travers un médium. Donc voilà, pour ça implique plusieurs choses. Il faut quelqu'un pour ressentir du côté de l'émetteur, il faut un médium et il faut quelqu'un pour recevoir. On va revenir un peu sur tout ça. J'espère que vous êtes globalement d'accord, mais sinon c'est pas grave, c'est moi qui parle. Donc voilà, donc ressentir une émotion. Voilà, vous êtes en colère, vous gueulez. C'est la vie. Vous êtes en colère, vous écrivez une chanson de rap, c'est de l'art. Voilà. Ça c'est l'idée du médium.
Ça nous permet de communiquer des émotions à travers l'espace et à travers le temps, et c'est quand même voilà, absolument extraordinaire. Alors, les conséquences directes de cette définition opérationnelle, un machin sort de Midjourney, c'est pas de l'art. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas d'émetteur. Moi, si vous voulez, alors juste pour terminer sur la bio, quand ces machins-là sont sortis, je me suis inscrit dès que j'ai pu sur les premiers trucs. J'ai fait tourner pendant assez longtemps pour voir ce que ça pouvait faire, ce que ça pouvait pas faire. Ce que je trouve, bon, c'est ultra fascinant. Hein. Pour moi, on était surtout sur les premières versions entre l'arrivée de la photo et l'arrivée du LSD. C'est-à-dire ces deux moments importants de l'histoire de l'art où c'est la révolution. Bon, maintenant, les machins sont meilleurs, donc on hallucine moins quand on voit les images qui sortent en termes de tripes hallucinogènes. Mais voilà. Mais ce qui est effectivement frappant, c'est la vacuité des images. C'est-à-dire qu'on sent qu'il n'y a personne derrière. Et alors, ce qui est très marrant, c'est qu'il y a des gens ici dans cette salle qui se sont laissés avoir par certaines images quand le machin est sorti, en disant « Waouh, c'est super !» et en mettant des likes sur Instagram. Je ne vais pas les dénoncer. Et puis, quand on leur expliquait après, mais tu sais, ça s'est fait par un ordinateur, on se sent trahi. On se sent trahi comme si on avait eu quelqu'un au téléphone qui vous déclarait votre amour, puis on s'aperçoit que c'est une machine en fait. Le contrat est rompu. Pour moi, le contrat de l'art, quand on va chercher en tant enfin moi en tout cas, hein, je vais chercher une expérience artistique, je veux que ce soit une communion avec un artiste. Je veux que ce soit une émotion qui a été ressentie et qu'on m'a transmise. Voilà, ça c'est déjà pour moi me tranquilliser par rapport à l'IA. Le truc qui sort de base, non, c'est pas de l'art. Ensuite, alors j'en connais parmi vous qui vont me dire oui mais attends, je prépare mes effets quand même. Oui mais c'est qu'un outil. L'intelligence artificielle, c'est qu'un outil, ça dépend de ce qu'on en fait. Moi, j'ai une intention, je me sers d'un outil, voilà. Moi, ça fait des années qu'on me dit ça. Alors, je continue ma bio, mais comme ça, je vais vous parler de moi en permanence. Donc, je travaille essentiellement dans le réel. Voilà, j'utilise l'ordinateur, mais assez peu, et enfin assez peu. Enfin, j'utilise pas mal, mais surtout en recherche, en documentation, organisation, etc. Quand je travaille plutôt dans le réel avec de l'aquarelle, du papier, des crayons. Pourquoi je vous dis ça ? Je sais plus. Oui, voilà. Donc, depuis, effectivement, ça fait maintenant assez longtemps que les ordis sont arrivés dans la création visuelle. Vous n'étiez pas nés. Effectivement, c'est qu'un outil, c'est qu'un outil, c'est qu'un outil. Bon, non, c'est pas un outil. L'ordinateur, c'est pas un outil, c'est une machine. Machine. C'est un dispositif complexe produisant ou transformant une énergie pour produire un travail, pour effectuer une tâche, etc. C'est-à-dire qu'un outil, par exemple un marteau, il ne va pas enfoncer le clou à votre place. Le pinceau, il ne va pas peindre le tableau à votre place. L'ordinateur, il travaille à votre place. Il a une source d'énergie et il fournit un travail. Alors encore une fois, j'ai rien contre le travail sur ordi, mais juste savoir de quoi on parle. Quand vous travaillez sur ordinateur, vous demandez à l'ordinateur de faire un travail que vous n'allez pas faire ou que vous n'avez pas payé quelqu'un d'autre pour faire. La machine fournit un travail à votre place. Et encore une fois, je ne suis pas technophobe, hein, c'est pas l'idée générale n'est pas de dire c'est pas bien. C'est juste qu'il faut arrêter de dire c'est un outil. Et maintenant, on le voit bien que c'est pas un outil. Parce qu'en fait, on arrive, et moi, mes utilisations de Midjourney, c'est incroyable. On récite des poèmes. En plus, j'avais mis en mode dictée, donc je me retrouvais à réciter des poèmes surréalistes à une machine et elle me pondait une image. On voit bien que c'est pas un outil, ça. Voilà. Alors, l'outil, par contraste, c'est un objet dont on se sert pour effectuer un travail. Mais la question du sujet là était très importante. Hein. C'est vous qui faites le travail, c'est pas l'outil. Ceci étant dit, voilà, parce que j'en ai plein le dos qu'on n'arrête pas de me dire c'est qu'un outil. Non. Bon, voilà. Je suis venu pour régler mes comptes, hein, je vous préviens tout de suite. Donc alors. Après, évidemment, c'est une question de. Je vous ai mis des images pour faire joli pendant que je vous raconte n'importe quoi. C'est une question de degré. Vous pouvez déléguer une partie de votre travail à quelqu'un d'autre, même en tant qu'artiste, ça s'est fait pendant des années. Hein. Vous avez effectivement les grands maîtres de la Renaissance, il y avait des ateliers, tout n'était pas fait par eux.
Donc, comment dirais-je, voilà, et c'est encore le cas aujourd'hui. Vous pouvez avoir quelqu'un qui se sert de machine pour sortir un travail. Il faut quand même qu'il y ait, enfin voilà, je suis pas en train de dire c'est tout l'un ou tout l'autre. Ça peut être un petit peu mélangé. Donc, j'en arrive à ce qui est assez difficile à exprimer, qui est, excusez-moi, j'essaie de voir un peu où j'en suis vaguement. Qu'est-ce qu'on fait, pourquoi on est là? Et je reviens à ma définition, de l'art. Au fond, on est là en tant qu'artiste pour exprimer une émotion et en tant que spectateur pour en recevoir une. Alors, c'est ça l'important. C'est ça l'important. Si votre moyen pour exprimer votre émotion, c'est vous avez 6 ans et vous faites une carte d'anniversaire pour un de vos parents et vos moyens, c'est les moyens d'un enfant de 6 ans avec une écriture toute simple et des rimes approximatives et voilà, c'est pas grave. Ça suffit pour exprimer l'émotion que vous voulez exprimer. Voilà. Si vous voulez raconter votre vie d'auteur de BD, vous pouvez dessiner comme un enfant de 6 ans, c'est pas grave, ça peut marcher. Hein. Il y en a qui ont essayé et ça a très bien marché pour eux. C'est pas un... Si par contre vous voulez exprimer le tragique du destin des dieux grecs, vous allez probablement vouloir développer d'autres moyens d'expression. Et c'est sur ces moyens-là, en général, qu'on a besoin effectivement, d'un enseignement, d'entraînement et de ce genre de choses que vous apprenez ici. Mais au final, le but, c'est quand même de transmettre cette émotion. Moi, là, ça fait 10 ans que je suis sur la série du Château des Étoiles. Je suis encore en train de transmettre des émotions que j'ai ressenties quand j'ai eu l'idée de la série et que je me suis dit, oh là, mais alors on va vivre ça, et à tel moment, ça m'inspire, ça, là-dessus j'ai peur, là-dessus, voilà, j'ai envie de merveilleux, cette scène-là m'inspire ça. Et c'est ce trésor d'émotions que j'ai ressenti quand j'ai vraiment conçu cette histoire et qui remonte encore avant, quand j'ai visité les lieux où se passait l'histoire, le château de Louis II de Bavière, où commence le récit. Voilà, c'est tout ce trésor d'émotions et de ressentis que je cherche à faire passer. Tout ça, c'est très difficile d'en parler, alors peut-être particulièrement pour moi, mais c'est très difficile d'en parler, ce qui fait que généralement, on ne parle pas de ça, on parle du reste, c'est-à-dire comment on fait, quoi. Et alors, comment on fait? C'est, à mon avis, l'essentiel mais vous allez me dire, parce que moi, j'en ai pas fait, mais effectivement, de ce qu'on apprend dans ce genre d'école. Donc, c'est la forme. Et pour moi, évidemment, c'est très important. Mais l'essentiel n'est pas là. L'essentiel, il ne faut pas oublier pourquoi on est là, et on est là pour transmettre une émotion. Donc on se retrouve à parler de méthodes. Ces méthodes, on peut leur donner un nom. C'est l'algorithme. Ensemble de règles opératoires dont l'application permet de résoudre un problème au moyen d'un nombre fini d'opérations. En fait, ce que j'essaye de faire avec tout ce dont on va parler maintenant, en fait, c'est de vous dire que, en tout cas pour moi, encore une fois, j'ai pris l'arrivée de ces outils-là pour moi, c'était un choc, je pense comme beaucoup de gens. Et j'essaye d'apprivoiser en fait ce choc, et j'ai dit outils, vous voyez, même moi. J'essaye d'apprivoiser ce choc et de voir ce que je peux en faire moi dans mon pratique et comment je vais vivre l'arrivée de toute la création en fait générée par apprentissage automatique. Et ma réflexion m'a amené là. En fait, les algorithmes, c'est pas nouveau dans ma pratique. J'en ai déjà. Et vous en avez probablement déjà aussi. C'est-à-dire des méthodes pour résoudre des problèmes. Je suis désolé, je ne sais plus qui disait tout à l'heure, on a des problèmes, c'est Armel, je pense. On a des problèmes à résoudre. Oui. Si vous voulez, moi, je vous ai dit que j'étais très inspiré sur le Château des Étoiles. Ça fait 10 ans que je suis vraiment... j'ai des choses à exprimer sur ce sujet et ça continue. Mais je ne suis pas inspiré tout le temps. Et je ne suis pas inspiré sur tout. Il y a des scènes que j'ai vues
tout de suite et je sais exactement comment il faut les faire, mais la plupart des scènes, après, effectivement, je sais pas comment on va arriver à ce point-là. Et pour ces trucs-là, il y en a que je vais pouvoir construire et il y en a que sur lesquels je vais appliquer des règles de métier qui vont me permettre d'y arriver. Et souvent, ces règles-là sont faites pour pallier mon manque d'inspiration et mes carences en tant que narrateur. C'est-à-dire, je pense que narrateur, c'est un instinct qu'on a. Si on ne l'a pas, il vaut mieux pas faire ce métier. Et donc, on est forcément bon dans un certain nombre de domaines. Mais, à part les génies universels, on a des lacunes. Moi, j'ai des lacunes. Il y a des choses qui, dans un récit, m'intéressent moins, je le sais, mais je sais que ça va compter pour le spectateur. Donc, j'ai essayé d'identifier au fil de ma carrière les endroits où ça pêchait, les problèmes que j'avais qui revenaient, et j'ai essayé de trouver des règles pour les contourner. Donc c'est de ça que je vais essayer de vous parler. Je vais essayer de vous parler de mes algorithmes, histoire de vous montrer un petit peu un semblant de méthode de travail et histoire que vous ayez quelque chose à vous mettre sous la dent plutôt que du discours abstrait. Et puis voir un petit peu quel type de conséquences on peut en tirer. Voilà. Alors, bon, première chose, l'inspiration, on en a parlé. Moi, comment je conçois un récit univers comme Château des Étoiles? Donc, ça vient effectivement d'envies qui remontent très, 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 très jeune. Des choses que j'ai vécues, des choses que j'ai lues. Donc, c'est à la rencontre entre l'imaginaire de Jules Verne, particulièrement de La Terre à la Lune et Autour de la Lune, et de mes voyages d'enfance au pays de Louis II de Bavière. Donc la lecture, la fiction des œuvres existantes et le réel. Bon, bah, ça c'est pas en Bavière, mais voilà. Ça vient des deux. Ça vient de deux fictions donc d'œuvres d'art qui m'ont marqué et d'un certain nombre de sentiments que j'ai eus, dans la nature en me promenant ou effectivement dans la vie réelle. Je suis sur un mélange des deux. À partir de là, donc effectivement, cet éclair de me dire, il y a une histoire à faire avec ça, mais non seulement ça, mais en plus, si vous voulez, je garde les envies en tête de manière gazeuse le plus longtemps possible. Et au bout d'un moment, l'étincelle se fait. C'est-à-dire, je vois effectivement, ça s'est fait le jour où j'ai compris que mon envie de raconter une histoire dans l'espace au temps de Jules Verne et mon envie de raconter un truc autour de Louis II de Bavière, c'est mis en place. Et immédiatement, en fait, les scènes, une construction générale du récit est apparue. Et donc, dans ces cas-là, je note pas mal à l'écrit. Et puis je fais des dessins, je note les impressions, vous voyez, c'est des sortes d'image board super vite fait. À l'aquarelle, ça va vite. Donc ça, c'est vraiment les toutes premières idées d'impression, d'atmosphère. C'est des choses qui sont faites de manière extrêmement instinctive. Alors parfois, ça ressemble à des choses existantes ou pas, mais c'est pas grave. De toute façon, moi, la question de l'originalité est jamais tellement une question que je me pose. L'important, pour moi, c'est que je vibre sur la scène, sur le récit, sur les personnages. Et après, je me dis que bon, si c'est moi qui le fais et que je le fais avec ma personnalité, ce sera forcément différent de ce qu'on a pu voir auparavant. Je vous propose qu'on voit ensemble un petit cas pratique. Histoire que je vous montre précisément comment je fonctionne une fois que l'histoire est en place. Pardon, je reviens un peu en arrière. Pardon, j'ai 2 pages à vous montrer et on va voir tout le processus pour en arriver là. Donc je vous montre les 2 pages, c'est les 2 premières pages du tome 6. C'est pas des pages méga spectaculaires, mais c'est pour montrer justement sur des pages un petit peu compliquées et qui demandent de la méthode. Comment je m'y prends. Alors, mon outil numéro 1, voilà. Alors, mon outil numéro 1, déjà mon objectif numéro 1, j'ai oublié d'en parler, mais c'est de garder l'envie et garder les émotions
qui me guide tout au long du processus. Ça pour moi, c'est extrêmement important. Je suis pas là pour livrer un produit bien fini, bien réglé, techniquement au point, avec un rendu impeccable. Je suis là pour transmettre une émotion. Et donc, il faut que je garde faut que je garde le cap, en fait. Parfois pendant 10 ans. Là, j'arrive sur le tome 7. Ça fait 10 ans que j'ai eu l'idée d'emmener mes personnages sur Vénus, où ils vont découvrir une jungle infestée de dinosaures. Voilà. Donc, ça pour moi, c'est vraiment le cœur du truc. Donc, j'ai mes notes, j'ai gardé les films qui m'inspiraient, les romans qui m'inspiraient, les peintures qui m'inspiraient, tout ça, voilà, dans un endroit que je consulte pas en permanence. Je le redécouvre maintenant avec bonheur depuis quelques mois, et je redécouvre intact. La musique, ça marche très bien pour ça. Les émotions que j'avais au moment où j'ai conçu le récit. Une fois que j'ai ça, je vais, par exemple, là sur on va repartir sur le 6. Le volume 6 du Château des Étoiles, c'est une histoire de braquage. En fait, c'est mes personnages, je ne vais pas vous raconter l'histoire, mais mes personnages sont à Paris et ils vont voler tout un pavillon d'exposition universelle. C'est un pavillon volant en forme de planète Mars. Donc ils vont pouvoir voilà, couper scier la base et emmener tout ça dans l'espace. Et donc beaucoup d'envie, d'envie notamment de créer une exposition interplanétaire à Paris, donc sous influence des expositions universelles qu'on a pu voir dans la réalité. Beaucoup d'envie de scène avec mes personnages, et ce que je fais à ce moment-là, c'est que je laisse tout ça mariner dans ma tête en prenant très peu de notes. J'ai toujours un carnet sur moi, mais je réfléchis, j'explore le récit. Pour moi, le but d'un album, c'est d'arriver, c'est ce que je vous disais depuis tout à l'heure, c'est d'arriver à certaines scènes. L'album existe pour faire exister des moments où mon émotion à moi est maximale, et c'est ça que je veux faire passer. Comme c'est un médium narratif, ça veut dire des scènes et des moments où ça va être effectivement soit une ligne de dialogue, après voilà, ou soit une image, soit un retournement qui fait qu'à un moment, voilà, on va s'apercevoir que si ou ça. Et c'est ces moments, pour moi, très puissants que je vais vouloir transmettre. J'en ai un certain nombre pour chaque album, ça je les note. J'ai note au début de mon carnet de notes, je fais une liste vraiment des moments importants pour moi, et tout le travail pour moi de scénariste, ça va être de mettre tout ça dans l'album, mais pas n'importe comment, déjà d'une manière logique et cohérente, c'est évident, mais de manière à ce que ces moments-là résonnent le mieux possible, le plus possible, pour que vraiment quand ça arrive, voilà, qu'il y a le décollage d'un vaisseau, qu'on ait vraiment et qu'il soit une libération et quelque chose de merveilleux, qu'on ait juste avant un truc où on se dit ah là là, c'est la catastrophe, ça va jamais marcher, ou on pense que ça va exploser. Enfin voilà, il y a tout ce jeu de contraste qui va faire que la scène doit être construite par rapport à tout ce qui se passe autour. Alors parfois je ne peux pas tout mettre, parfois je me rends compte que dans les 5 ou 6 idées de scènes importantes pour lesquelles je fais l'album, il y en a qui ne fonctionnent pas. Parfois il y en a qui vont naître au fil de la construction du récit où je me dis ah bah tiens, ça ce sera extraordinaire. Mais en gros, je vais avoir ces scènes en tête et je vais construire abstraitement dans ma tête le fil du truc. Une fois que j'ai fait ça, je vais prendre une victime, comme vous, qui n'a pas d'autre choix que m'écouter. Par exemple, mon éditrice, qui est payée pour ça. Mon épouse, qui n'a pas le choix. Ou certains copains que je soudoie avec un bon dîner. Et j'utilise l'outil numéro 1 du scénariste, à mon avis. Je raconte mon histoire à l'oral. Et ça, c'est un outil d'une puissance incroyable. Alors tout le monde n'est pas à l'aise avec le fait de faire ça, mais enfin je vous encourage vraiment à le faire. Vous prenez quelqu'un, de préférence dont vous connaissez un peu les goûts, hein, si c'est quelqu'un qui n'aime pas du tout la même chose que vous, c'est pas la peine. Mais voilà, vous prenez une victime innocente, vous racontez votre histoire. Le simple fait d'exprimer ce que vous voulez raconter, vous vous rendez compte de ce qui fonctionne et de ce qui ne fonctionne pas. Même si vous n'aviez personne en face. Donc déjà, si vous êtes vraiment très timide, vous pouvez le faire chez vous, ça marche. Mais ce qui est en plus formidable, c'est que vous avez en face la lumière qui s'allume ou pas dans les yeux des gens, et vous allez voir si vos scènes fonctionnent, vous allez voir si vos retournements fonctionnent. Et vous racontez l'histoire comme ça, vous avez à ce stade rien écrit,
ou juste pris quelques notes, vous n'avez pas de dialogue, voilà. Vous voyez juste si l'histoire racontée sur un album, à peu près l'équivalent du temps de lecture, une grosse demi-heure, 40 minutes, si ça tourne ou pas. Et ça, vous prenez plusieurs victimes, et quand vous changez quelque chose, vous changez de victime pour voir si ça fonctionne avec le suivant. Ça vraiment, je ne saurais trop conseiller cette manière de faire. Vous sentez, en fait, vous performez votre histoire et vous voyez ce qui marche. Et vous allez prendre les raccourcis là où il faut, vous allez faire vivre les personnages, vous allez trouver des idées tout en racontant. Et s'il y a un problème, vous allez vous en rendre compte, mais alors très très vite. Une fois que j'ai ça, c'est pas là que ça se passe. Une fois que j'ai ça, je vais faire c'est pas vraiment un séquencier à ce stade. Le séquencier est après en fait. C'est une liste des scènes. Scène par scène. Alors, vous voyez que jusqu'à présent, je suis dans le flou, le gazeux et l'inspiration et le blabla. Et à partir de là, je vais être extrêmement algorithmique. C'est-à-dire que là, j'ai des règles, effectivement. Je vais écrire scène à scène et je vais m'imposer que le titre de la scène, c'est pas la rencontre, c'est une phrase. Une phrase avec un sujet et un verbe. C'est-à-dire en termes de dramaturgie, un protagoniste, un objectif et éventuellement un obstacle et un résultat. Enfin, l'obstacle n'est pas forcément dans la phrase, il y en a forcément un dans la scène, sinon on s'ennuie. Mais voilà. Donc vous pouvez résumer à peu près n'importe quelle histoire comme ça. Ça donne un document illisible, extrêmement... voilà. Alors vous voyez, moi, voilà, j'essaie de tenir cette tension. On est d'accord que le but, c'est de faire quelque chose d'émouvant et de subtil et qui soit élégant dans la forme. Je passe à titre personnel par ce genre d'algorithme où à un moment c'est ultra sec. C'est une phrase par... voilà. Alors là, les pages qu'on va voir ensemble, c'est les 2 premières scènes, je crois. Non, c'est juste la première avec l'amorce de la deuxième. Le professeur, qui n'a toujours pas convaincu Séraphin, réalise qu'il s'est échappé. Donc on voit déjà qu'il y a un problème. Il y a plusieurs problèmes. C'est qu'il n'y a pas vraiment de... Voilà, en termes de dramaturgie, c'est assez nul. En fait, c'est une scène d'exposition. J'en ai besoin au début du récit, j'ai besoin de rappeler où on en est. J'ai effectivement, à partir de... Assez vite, en fait, on va arriver sur effectivement des objectifs exposés de manière plus claire et des chaînes qui s'enchaînent. Alors là, donc j'utilise, vous allez voir, le professeur. Alors, l'avantage, c'est que ça peut se lire. Le professeur qui n'a toujours pas convaincu Séraphin réalise qu'il s'est échappé. Donc, comme il s'est échappé, Séraphin retrouve Sophie qui a planifié l'évasion de la princesse. Mais Séraphin annule l'opération, de point il a un autre plan pour sauver Mars. Donc Séraphin expose son plan, etc. etc., etc. Alors les phrases sont impérativement liées par mais ou donc, ce qui permet de... en fait, si vous construisez comme ça, alors je ne sais pas d'où ça vient, mais moi j'ai chopé ça chez Trey Parker et Matt Stone, qui sont les scénaristes de South Park. Mais je ne sais pas si c'est eux qui l'ont inventé, ils sont très forts. C'est en fait, si vous arrivez à construire vos phrases comme ça, vous savez que vos scènes s'enchaînent de manière logique. Si vous avez ni mais ni donc, ça peut arriver, c'est pas grave, mais vous savez que vous avez une rupture à ce moment-là et que voilà, vous n'avez pas forcément entraîné votre lecteur sur la scène suivante. Je l'ai pas fait partout parce qu'au bout d'un moment, ça devient vraiment assez logique. Vous vous posez peut-être la question des couleurs, c'est pas juste pour faire joli, en fait, c'est parce que maintenant que je travaille dans ce domaine depuis un petit moment, je fais des choses compliquées en BD comme des montages en parallèle, en fait, où il se passe 3 ou 4 histoires en même temps. Parfois sur la même page, et donc là c'était pour m'y retrouver en fonction des actions différentes. Voilà, ça, et les chiffres c'est le nombre de pages estimé au doigt mouillé. Ouais, c'est ça. Et ça me permet. Alors c'est au doigt mouillé, hein, c'est avec l'expérience pour essayer de tenir à peu près dans un nombre de pages concevable. Voilà, une fois que j'ai ça, vous voyez, première phrase. Alors, ce qui est cool, c'est que ça c'est affreux, on ne peut pas le faire lire, mais ça se lit. Et une fois que j'ai ça, c'est toujours pas là que ça se passe, je vais pouvoir développer, donc ça c'est moi ce que j'appelle un vrai séquencier, c'est-à-dire que la petite phrase qui est en haut maintenant en gras, en fait, elle est développée
dans la suite. Alors la suite, c'est à peu près ce que j'ai raconté maintenant 5 ou 6 fois à mes victimes, et raconté à peu près de la même manière. C'est-à-dire, voilà, 6 mois plus tard, petit matin, les sous-sols du Louvre. Le professeur arrive devant la cellule de Séraphin, le trouve allongé sur la paillasse, emmitouflé dans sa couverture, entouré de journaux, de livres bien rangés, ça fait longtemps qu'il croupit là. Le professeur a une bonne nouvelle pour lui, la princesse est complètement remise de sa blessure. Comme Séraphin l'a recommandé, on l'a exposé au soleil régulièrement, exposition, 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 exposition. Vous voyez, c'est tout en style indirect, il n'y a quasiment pas de dialogue. Pourquoi ? Parce que, alors je reviens sur la beauté de ce système, c'est que si vous changez un truc, si vous décidez de changer l'ordre des phrases, il n'y a rien de plus simple. Vous pouvez changer vos scènes sans aucun souci. Et si vous voulez supprimer une scène, tout ce que vous avez fait, c'est taper une dizaine de mots. C'est pas grave. L'étape suivante, c'est pareil. Là, c'est raconté d'une manière, la forme n'a aucun intérêt. Il n'y a pas de dialogue. Pas de dialogue parce qu'en fait, les dialogues, c'est ce qu'il y a de plus facile. Les dialogues, ça arrive à la toute fin et vous aurez une grosse facilité à écrire des dialogues si votre scène a tout ce qu'il faut dedans. Sinon, c'est une galère sans nom. Mais une scène qui est correctement, où ce qui se passe a un intérêt dramatique au niveau des persos, ça s'écrit tout seul. Après, on peut être génial ou pas, mais en tout cas, c'est la partie la plus facile. Donc surtout, faites vos dialogues à la fin, le plus tard possible. Voilà, donc tout ça en style indirect, et c'est une description de la scène d'une manière pas très exaltée, mais ça se lit. Une fois, alors, vous avez une scène, 2 scènes, 3 scènes, au bout d'un moment, vous commencez à voir l'essentiel du texte qui est comme ça. Si vous avez un trou à un moment et que vous n'avez pas la scène, bah, c'est pas grave, parce que vous avez votre petite phrase qui peut faire placeholder le temps que votre document reste lisible. Votre document reste lisible. Donc vous pouvez l'envoyer à votre éditrice, par exemple, qui va faire une lecture attentive et vérifier que les choses se passent correctement et qu'il n'y a pas de souci. Mais bon, normalement, à ce stade, il n'y a plus beaucoup de retouches parce que ça a déjà été validé à l'oral, si je puis dire. À partir de là, là c'est le cœur du moteur. Je suis désolé, c'est affreux et illisible, mais pour moi c'est le cœur de mon travail en tant qu'auteur de BD. C'est pas glamour, hein. C'est-à-dire c'est le moment où je mets en place ce qui est spécifique à la bande dessinée, c'est le rapport texte-image et la narration par image juxtaposée. Alors c'est un document qui est à peu près illisible. Alors ce que je vais commencer par faire, c'est en fait j'ai sous les yeux ça. Et ce que je fais à partir de là, c'est que, comment dirais-je, quand j'en suis là, en fait ça c'est la surface, quand j'en suis là, j'ai tout en tête. J'ai tout en tête, je l'ai raconté 5 ou 6 fois à l'oral, je l'ai rêvé pendant assez longtemps en amont. J'ai les lieux, j'ai les personnages, je connais leur état d'esprit, et la structure du récit qui est ce truc-là, est au point. C'est-à-dire, je sais où vont les scènes, et je connais leur enchaînement logique. Je ne me pose plus de questions de ce point de vue-là. J'ai fait tout l'imaginaire de la scène, et ça, c'est extrêmement important. C'est ce que disait Armel aussi sur le fait d'imaginer le lieu, éventuellement en fait des dessins. Mais ces scènes se passent dans des espaces physiques définis, et c'est très important que ce soit bien dans votre tête, parce que quel réalisateur disait l'action c'est la géographie ? Je sais pas si je me demande si c'est pas McTiernan ou un type comme ça. C'est-à-dire la géographie du lieu fait vraiment dans sa précision ce qu'on va pouvoir y faire ou pas. Oui, voilà, c'est ça. Mais au-delà voilà, au-delà de la fantaisie, c'est vraiment ok. Concrètement, c'est quoi ? Comment ça se passe ? Quelle est la hauteur sous plafond ? Et par où est-ce qu'on rentre ? Il y a combien de portes ? Enfin, voilà. Mais ça, je l'ai en tête à partir de là. Donc là, je vais pouvoir en fait passer sur la colonne de droite, qui est l'écriture des dialogues. Alors, vous remarquez que je suis passé sur du papier. Pourquoi ? Parce que c'est long et chiant d'écrire à la main. Et donc, je vous le recommande particulièrement. Sur les dialogues. Parce que les dialogues, moins il y en a, mieux c'est. Il faut qu'il y en ait évidemment suffisamment par rapport à votre intention émotionnelle dans la scène. Il y a des scènes et certains types de tons qui nécessitent un tas de dialogues. On ne va pas demander à Tarantino de couper ses dialogues, parce qu'on est là pour ça.
Mais on va quand même, enfin moi effectivement mon idée c'est d'en mettre le moins possible, surtout qu'en bande dessinée c'est une bonne partie du budget. C'est-à-dire notre budget en BD c'est pas la construction de décors, c'est la place. On a une place limitée et les dialogues ça bouffe beaucoup de place. Donc je vais écrire mes dialogues sur la colonne de droite en désignant en général, là c'est pas le cas, mais qui parle. Bon mais là c'était assez évident, je crois qu'il y en a qu'un qui parle dans la première case, dans la première page à peu de choses près. Et ça j'écris, si je suis pas content je rature, et en général je rature. Donc ça vous avez la dernière version, mais il y a probablement eu plusieurs versions de cette page là, raturée dans tous les sens. Parce qu'au bout d'un moment quand c'est vraiment très raturé, c'est illisible, et donc il faut recommencer. Et donc on se retape de tout écrire à la main. Et donc à chaque fois qu'on prend le temps, enfin en tout cas pour moi, quand je prends le temps de tout réécrire à la main, c'est long, c'est chiant. Donc qu'est-ce que je fais ? Je réfléchis à ce que je fais en fait. Je me mets à la place du personnage au moment où il parle. Et c'est ce truc, là aussi, ça fait partie de mes méthodes de travail, c'est un truc de concentration. C'est-à-dire, je ne vais pas faire copier-coller. Si je fais copier-coller, je n'ai pas besoin d'être dans la scène. N'importe qui peut faire copier-coller. Et en fait, cette idée d'être présent dans la scène au moment où vous bossez, c'est hyper important. Et ça se voit vachement, je trouve, particulièrement en BD, quand les gens ne sont pas là. En fait, quand ils exécutent tout de manière un peu, voilà, c'est bien fait, mais l'auteur n'est pas là au moment où il bosse. Le fait de travailler comme ça, vous avez une notion d'engagement dans ce que vous êtes en train de faire. Et moi, je vous jure, en plus, c'est long, c'est chiant. Je vais avoir tendance à couper des mots. Mais par contre, si vous voulez, c'est quasiment un mantra de concentration pour m'assurer qu'au moment où j'écris le dialogue, je suis dans le perso. Voilà. Une fois que je suis content de ma colonne de droite, je fais la colonne de gauche. Donc la première chose que je fais, c'est pointer. À chaque fois qu'il y a un point, c'est une case. Donc d'abord, je mets les points parce que ça va me donner le rythme. Une fois que j'ai les points, je réfléchis à ce qu'il y a dans la case et je le visualise dans ma tête. J'imagine la situation. Alors j'ai mes codes, gros plan, plan moyen, enfin voilà. Et les personnages avec des abréviations. Donc ça c'est lisible, mais moi je comprends bien ce qu'il y a dedans. Une fois que j'ai ça, j'ai la page et je vais faire ce qu'on appelle un gaufrier, c'est-à-dire une version toute petite de la page, complètement illisible, mais qui me permet, ça je peux en faire 4 ou 5, qui me permet d'organiser l'espace, d'organiser les cases pour faire en sorte que ça tienne dans une page. Voilà, c'est là où on voit que la BD c'est belge, à cause des gaufres. Et une fois que j'ai ça, je peux, donc ça je l'ai sur les 2 pages, et je peux faire le storyboard. Alors mes storyboards ils sont tout pourris, mais c'est des bonhommes patates, mais ils sont lisibles. Peut-être pas là d'où vous êtes, mais ils sont lisibles, c'est-à-dire qu'ils sont lettrés. Alors j'utilise ça c'est les astuces, mais au fond c'est aussi les astuces à la con qui font le métier, hein. Mais j'utilise une espèce de scotch post-it qui se dévide, qui est blanc comme ça, et je les écris là-dessus, et comme ça je peux les déplacer, si jamais je refais la page, voilà. Parce que là je suis plus du tout concentré dans les persos, là je suis dans ma mise en scène, hein. Donc, je ressens pas le besoin de réécrire à chaque fois les dialogues. Au contraire, là, j'ai la liberté de déplacer tout ça, faire plusieurs versions si j'ai envie. Donc là, je vais respecter mon gaufrier. Si ça va pas, je change. Mais je fais mes dessins hyper vite. C'est des bonhommes patates, mais c'est lisible. J'ai mon espace qui est en place. Je fais ça assez vite. Il me faut 1 heure à peu près. Une fois que je l'ai fait, je regarde pas, je passe à la suite. Et une fois que j'ai ma séquence en fin de journée ou le lendemain, je lis l'ensemble et je vois si moi ça me parle. Si ça ne me parle pas, je retouche. Et quand je suis content, j'envoie à mon éditrice et parfois 1 ou 2 victimes pour m'assurer que les choses sont comprises, qu'il n'y ait pas de soucis, qu'on comprenne bien le récit. Vous voyez, c'est ultra décomposé. L'idée étant de valider étape après étape avant de passer à la suite pour ne pas revenir en arrière. C'est-à-dire, ça m'arrive quasiment jamais de refaire une page parce qu'en fait tout a été validé d'étape en étape. Voilà, et une fois que ça c'est fait, je peux passer donc à l'exécution de la page. Donc vous voyez, tout est fait dans le réel. Je commence par cacher tout ce qui sera blanc avec une espèce de scotch qui s'appelle Artist Tape qui bousille pas le papier. Je commence par les dialogues, j'écris les dialogues, c'est très important graphiquement dans la page et surtout
J'ai besoin d'avoir les dialogues sous les yeux, dans la case, quand je fais le dessin, parce que j'ai besoin que ce soit les personnages qui parlent. Et ça, c'est une des magies de la bande dessinée, en fait. Vous dessinez un bonhomme, n'importe comment, et vous mettez un texte à côté, une petite bulle, et on a l'impression que c'est lui qui parle. Alors ça, c'est magique. C'est c'est un truc incroyable, mais c'est une magie qui tient à assez peu de choses. Et moi, j'ai vraiment besoin d'avoir la bulle déjà écrite pour faire correspondre l'expression de manière précise à ce qui est dit. Je sais que je suis très maniaque avec ça, ça m'agace quand ça fonctionne pas bien chez BD des autres. Alors, il y en a un qui était encore plus chiant, c'était Uderzo. Uderzo, ça le rendait fou quand il lisait des BD et que la forme de la bouche ne correspondait pas au dernier phonème de la bulle. Bon, en réalité, sa carrière s'est bien passée. Donc, ouais, faites attention à ça. Et voilà, et on arrive à une page, une séquence, donc dans l'ordre jusqu'à la finalisation. Ouais. Ouais Alex, cette étape que tu fais là pour toutes les étapes pour réaliser une planche, c'est la même que tu fais depuis 10 ans ou même les séries avant, ou tu l'as apprise au fur et à mesure? J'ai mis ça au point au fur et à mesure, mais effectivement, oui, toute la série, même avant sur Siegfried et même sur oui, la fin du Troisième Testament, je pense que c'était comme ça. Alors, très important, je vous donne mes trucs et mes algorithmes et ma méthode. C'est fait pour pallier mes manques. Vous n'avez pas les mêmes. C'est pour ça que je suis extrêmement méfiant des méthodes de tout poil qui prétendent à l'universalité. Enfin, souvent, quand c'est des auteurs intelligents, ils prétendent pas à l'universalité. Mais tout ce qui est guide universel sur manière d'écrire ou de dessiner, bon, non, c'est évidemment pas vrai. Par contre, moi j'adore ces trucs-là. Je les lis, je m'en nourris et je vais piocher là-dedans les trucs et les méthodes qui, moi, correspondent à mes manques, ou en tout cas à ceux que je perçois. Donc je suis pas, voilà, je suis, voilà, ça va. Il y a peut-être ce que j'espère. Voilà, mon but là, c'est de vous donner des trucs en espérant qu'il y en ait qui puissent vous servir. Ça marche peut-être pas du tout comme ça pour vous. Il y a un tas de gens pour qui ça marche complètement différemment et tout va très bien. Mais voilà, c'est mes algorithmes. Alors, vous avez vu que c'est quand même assez, c'est vraiment très comment dirais-je, poétique au début et extrêmement aride sur la suite. Mais voilà, moi, si vous voulez, j'ai l'impression de savoir où je suis à chaque fois. Effectivement, quand j'aborde le dessin, je me pose plus les questions de narration. Je vais essayer vraiment d'exprimer les choses, et puis après, j'essaye de faire le plus beau possible en fonction de mes possibilités et de mes goûts. Hop. Voilà, donc vous allez me dire, si vous peut-être me dire, à ce point d'algorithme, il y en a quand même un gros paquet, pourquoi pas utiliser une machine ? C'est une question qu'on peut vraiment se poser parce que maintenant les machines sont là avec des résultats sidérants et à tout niveau. C'est-à-dire qu'effectivement, on a déjà des gens qui font de la BD sur Paria. En écriture, ça se voit beaucoup. En dessin, ça se voit beaucoup. On peut vraiment aujourd'hui générer, et si on ne peut pas aujourd'hui, on pourra demain, générer de A à Z une BD de 46 pages couleur. Voilà. Bon, le faire complètement, il est évident qu'on rejoint ma définition du départ, ça n'a aucun sens. C'est-à-dire que moi, je suis là pour exprimer une émotion, j'ai pas envie de dérouler j'ai pas envie que le truc apparaisse devant moi. Je veux faire les choses. J'ai quelque chose à exprimer. Je veux maîtriser mon médium pour l'exprimer. Mais est-ce que justement tout ce processus long que tu mets en place, c'est pas lui-même qui va te nourrir pour grandir en fait dans ta démarche artistique? Ben, écoute, c'est là un peu où j'allais en venir. Si on enlève ce processus,
Il reste plus grand-chose, quoi. Hein. Il reste l'inspiration de départ, les envies, quelques scènes. Et il y en a qui bossent comme ça. C'est-à-dire, il y a que ce soit en bande dessinée, au cinéma, en animation, il y a des gens qui bossent comme ça, qui ont de l'inspiration très très forte sur certains morceaux de leur récit ou certains aspects. Et ça va cartonner. Et puis autour, bon bah ma foi, il se passe ce qui se passe. Et puis c'est pas grave si c'est branlant. Ça pardonne beaucoup plus en BD qu'au cinéma, parce qu'en BD le lecteur est maître de son rythme. Au cinéma, en général, quand les gens font ça, on s'emmerde une bonne partie du temps. Mais pour en revenir effectivement, si vous voulez, moi j'ai fait tourner ces machins-là, j'étais épaté. J'ai accumulé pas mal de visuels de ref. Je m'aperçois aujourd'hui que je m'en sers pas plus que d'une ref que j'aurais prise en photo au musée, ou une photo perso que j'aurais prise, ou ça fait partie maintenant des influences que je peux avoir ou des choses qui ont provoqué quelque chose chez moi, mais je ressens pas du tout le besoin. Là, j'ai attaqué un album, je ressens aucun besoin de faire appel à ce truc-là. Mais ça fait un moment que je fais ce métier, je maîtrise ce que je fais à hauteur de ce que j'ai envie de raconter, à peu près. Je me pose un peu la question, effectivement, ok, mais si on maîtrise pas encore son métier à la mesure de ce qu'on fait, est-ce qu'on ne va pas être tenté d'utiliser la machine pour avoir des résultats plus rapides, plus faciles et plus séduisants? C'était le côté obscur, hein, pour ceux qui ont vu l'Empire contre-attaque. Non, on a des lettres ou pas. Bon, ben non. Non, en fait... Il n'était pas sûr, donc il a repris ses notes pour dire, attends, c'est quoi que j'ai... Alors, c'est non. En fait, je suis... Faites attention à ces machins-là. Alors je vais parler de la BD, hein, effectivement. Vous n'avez pas besoin d'avoir un rendu de malade pour faire de la BD de folie. Hein. Lewis Trondheim a prouvé il y a bien longtemps qu'on n'a pas besoin de savoir dessiner pour faire de la BD. Si vous voulez exprimer des choses que vous pouvez exprimer avec le niveau que vous avez aujourd'hui, allez-y à fond les ballons. Voilà. Si en revanche, ce que vous voulez exprimer nécessite autre chose, ce que vous voyez, ce qui sort ne vous permet pas d'exprimer ce que vous voulez exprimer, ce qui est probablement votre cas pour la plupart d'entre vous, à ce moment-là, effectivement, il y a deux solutions. Soit vous allez demander à une machine de faire le travail à votre place, soit vous allez apprendre. Si vous demandez à faire une machine de faire le boulot, vous allez avoir un résultat formidable, mais quand il faudra sauver un des deux dessins dans la cuisine qui aura pris feu, c'est pas vous qu'on prendra. On prendra l'autre. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand vous apprenez le métier, vous apprenez pas seulement à faire, vous apprenez à percevoir. Moi, c'est un truc qui m'a frappé. Mais voilà. Vous apprenez à percevoir. C'est-à-dire que quand vous apprenez la peinture à l'huile, enfin, en tout cas, moi, c'était mon cas, ce que j'ai appris, c'était pas tant à faire, parce que ça, bon, la technique, c'est vite fait, mais il faut, attention, hein, il faut. C'est très important. Enfin, ça peut. En gros, la technique, c'est un obstacle. Il vous la faut, sinon c'est pas la peine. Mais ce que vous apprenez surtout, et c'est pour ça qu'on commence beaucoup par du portrait, c'est que vous apprenez à voir les couleurs. Et ça prend un moment. Moi, c'est ça qui m'a frappé, effectivement, c'est que moi, j'avais effectivement le maître qui me disait, ben voilà, là, sur ce visage, faut que tu vois les couleurs. Puis là, il y a du violet. Ben, tu rigoles, mais non, c'est quelqu'un. En fait, il n'y a pas de violet sur le visage d'une personne, s'il prend un œil au beurre noir. Non, en fait, les carnations, c'est extrêmement complexe et subtil, et en fait, il y a des couleurs que votre œil que votre cerveau, en fait, ne sait pas voir, tant que vous n'avez pas appris à regarder. Et ça, c'est un apprentissage. Je pense que c'est le cas sur la plupart des médias. Tant que vous n'avez pas pratiqué, vous ne pouvez pas voir, en fait, le truc. Et quand vous commencez à le voir, vous commencez à voir des beautés que vous ne voyiez pas avant. Donc, vous commencez à étendre votre réservoir d'émotions, vous avez plus de choses à transmettre. Et donc, c'est pour ça que travailler le réel, aller faire de la peinture ou du dessin d'observation, faire du modèle vivant, tout ça en fait c'est pas seulement pour apprendre une technique et faire du rendu que peut faire
l'intelligence artificielle. C'est que vous faites de vous des meilleurs artistes parce que vous faites de vous quelqu'un qui a plus de choses à exprimer et d'une manière plus subtile et plus originale et plus vraie. Voilà. Il y a un seul moyen de survivre en tant qu'artiste face à l'intelligence artificielle, il faut qu'on soit meilleur. Donc ces trucs-là, c'est des manières d'être meilleur. Et après, si vous voulez vous en servir pour faire une partie du boulot à votre place, voilà, bah, c'est votre affaire. Mais voilà, cet apprentissage-là, il est avant tout là pour ça. Et comme ça, vous aurez des belles choses à ressentir et des belles choses à communiquer. Et j'espère les voir dans un futur pas trop lointain.